Chers téléspectateurs, l'actualité des commémorations liées à la Grande Guerre, au centenaire de la Grande Guerre, me conduit à évoquer aujourd'hui la bataille de Vimy, livrée par les Canadiens en avril 1917. Nous avons eu il y a quelques jours la célébration de l'anniversaire de cet affrontement, dont la signification va au-delà du résultat militaire de cette offensive, puisque tout un mythe s'est créé ensuite autour de cette bataille pour en faire en quelque sorte l'acte de naissance de la nation canadienne par rapport à ce statut de Dominion qui était celui du Canada depuis 1867, puisqu'il y a 150 ans, un siècle et demi, que le Canada est devenu ainsi un Dominion britannique. Alors, en effet, en avril 1917, une grande bataille va se livrer sur les hauteurs de l'Artois, une grande bataille qui sera immortalisée en 1936 par l'érection d'un monument imposant que l'on peut toujours admirer aujourd'hui, une grande bataille qui va jouer un rôle important dans la construction d'une mémoire canadienne de la Grande Guerre. 4 divisions formant le corps expéditionnaire canadien, soit à peu près 100 000 hommes, vont être engagés dans cette bataille, dans cet affrontement majeur contre des positions allemandes très bien organisées sur le plan défensif, positions contre lesquelles s'étaient brisés les assauts des Français et des Anglais au cours des 2 années précédentes. De quoi s'agit-il en fait? Eh bien, la crête de Vimy, c'est une hauteur qui domine de 60 mètres environ la plaine d'Arras. Les Allemands s'en sont emparés, s'y sont installés à l'automne de 1914 pendant la fameuse course à la mer, et ils ont fortifié très, très solidement cette position, ce qui leur permet de disposer de vues très étendues vers l'ouest pour surveiller les mouvements qui sont ceux de l'adversaire. On a bien sûr essayé de s'emparer de cette position ô combien précieuse depuis le début de l'année 1915. Les Français ont lancé l'offensive d'Artois, qui a obtenu dans un premier temps la rupture, mais qui n'a pu être exploitée vraiment faute de réserves suffisantes. C'est vrai, par exemple, avec l'engagement de la division marocaine à Vimy. Elle atteint le sommet de la crête, mais faute de renforts survenant à temps, eh bien, elle sera contrainte ensuite au repli. Nouvelle tentative à l'automne suivant qui ne rencontre pas plus de succès, et à ce moment-là, le secteur va être transféré aux Britanniques. Les Britanniques, en 1916, ont instauré la conscription, ils disposent d'effectifs bien plus importants, et désormais, ils vont en gros occuper la partie du front qui va de la mer du Nord jusqu'à la Somme. Alors les Britanniques sont assez réticents à des offensives se réduisant à un choc frontal contre un ennemi solidement établi, ce qui fait que le secteur va rester relativement tranquille pendant l'année 1916, époque à laquelle se déroule plus au sud la gigantesque bataille de la Somme. Mais au printemps 1917, il est de nouveau question d'offensive. En effet, le grand quartier général français du général Joffre, qui va être remplacé par le général Nivelle à la fin de 1916, a prévu, en liaison avec les alliés britanniques, une grande offensive au printemps de 1917. Et dans cette perspective, les Britanniques doivent lancer une attaque d'envergure précédant la grande offensive française qui doit être engagée sur la position qui deviendra tristement célèbre du chemin des Dames. C'est entre Arras et Bas
Bapaume que les Anglais vont être engagés afin d'interdire aux Allemands de basculer une partie de leurs forces déployées dans cette région en direction de la Champagne, du chemin des Dames, où ils risquent de se trouver en difficulté. En fait, 3 armées britanniques sont concernées, 1re, 3e et 5e armée, et dans ce dispositif, les Canadiens, le corps expéditionnaire canadien, se voient attribuer l'extrémité sud du dispositif entre Souchez au nord et Écurie au sud. Alors, les Anglais vont livrer bataille donc dans cette région pour coordonner leur action avec celle des Français au chemin des Dames, mais il faut bien dire que les résultats obtenus par les Britanniques ne sont guère satisfaisants et la victoire incontestable que vont remporter les Canadiens à Vimy n'en est que plus remarquable. Alors, comment les choses vont-elles se passer ? 3 divisions canadiennes ont été déployées dans le secteur à la fin du mois d'octobre 1916. Il faut se refaire en quelque sorte après les épreuves de la bataille de la Somme, après les sacrifices consentis. Ces 3 divisions seront rejointes par une 4e division en décembre et au cours des mois suivants, eh bien, ces troupes vont tenir les tranchées, vont poursuivre leur instruction à l'arrière, dans des conditions difficiles. L'hiver 16-17 est particulièrement dur, du fait de la pluie, du gel, notamment, du froid. Mais en mars 17, les divisions du général Byng, qui sont rassemblées là, sont devenues un outil de combat très affûté, dont la combativité a été entretenue par des coups de main, par des patrouilles au long des lignes adverses. Tout cela a permis d'accumuler du renseignement précieux dans la perspective de l'offensive prévue. Des échecs aussi durant cette période. On voit ainsi au début du mois de mars 4 bataillons canadiens se lancer dans un effort plus significatif, mais les Canadiens vont perdre 700 hommes pour récolter simplement 50 prisonniers, donc un échec. Il faut dire que dans les semaines qui précèdent l'offensive de Vimy du mois d'avril, il y a 2700 tués ou blessés dans les rangs canadiens, ce qui en dit long sur la dureté des combats en question, même si la grande bataille elle-même n'est pas commencée. Cela dit, on obtient, je l'ai signalé, des renseignements en quantité, ce qui permet d'avoir une image extrêmement précise du dispositif défensif de l'adversaire, ce qui va évidemment se révéler très précieux. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'aménagement méthodique du champ de bataille mis en œuvre par les Canadiens. On construit des tunnels de plusieurs centaines de mètres, il y en a même un qui fait plus d'1 kilomètre, pour que les troupes puissent se déplacer à l'abri des vues de l'adversaire, pour dissimuler les mouvements d'effectifs. On va créer des aménagements souterrains d'envergure, des abris pour les soldats qui vont se trouver ainsi à l'abri des bombardements d'artillerie. On va installer des dizaines de kilomètres de routes et de voies ferroviaires de campagne afin d'amener au plus près les stocks nécessaires en matière de ravitaillement, de munitions, tout cela prépositionné avant le développement de l'attaque. On va rassembler 900 pièces d'artillerie servies par 40 000 artilleurs, donc une puissance de feu tout à fait considérable pour appuyer l'offensive. À beaucoup d'égards, tous ces préparatifs rappellent ce qui va se passer à l'automne 17 lors de l'attaque victorieuse du fort de la Malmaison à l'ouest du secteur du chemin des Dames. Alors, pendant que tout cela se met en place, on poursuit l'instruction de la troupe de manière très méthodique, très sérieuse, en tenant compte aussi des
remontées de la base, des conseils ou des comptes rendus des officiers de troupes qui seront chargés de conduire l'offensive. On va mener aussi des actions de déception, notamment des bombardements d'artillerie qui se présentent comme des préparations préludant l'offensive. Hein. Cette préparation, elle va commencer le 20 mars donc 1917, et l'offensive elle-même va se déclencher le 9 avril, une semaine donc avant que ne s'engage la bataille du Chemin des Dames sur le front de Champagne. L'attaque part à 5h40, 900 canons, 1500 mitrailleuses, dans des conditions difficiles, du vent, de la pluie, de la neige. 4 divisions canadiennes donc attaquent aux ordres du général Currie, qui est allé mener une tournée d'information sur le front de Verdun à la fin de 1916. Il est allé voir comment se passaient les choses au moment de la reprise des forts, notamment de Douaumont. Ce sera une expérience évidemment très utile pour lui dans le contexte de la bataille de Vimy. En tout cas, les choses se passent dans des conditions difficiles, je l'ai dit, il pleut, les troupes doivent progresser dans la boue, mais les premières vagues emportent leurs premiers objectifs. Les deuxièmes vagues prennent le relais sans problème. On commence à aménager même tout de suite les positions conquises pour se mettre à l'abri d'une contre-attaque adverse. La deuxième ligne d'objectif est atteinte malgré les réactions allemandes, et cela aussi grâce à une parfaite alimentation de la bataille, hein, du fait de tous les travaux mis en œuvre en amont, et notamment l'arrivée des munitions en quantité suffisante, l'évacuation des blessés vers l'arrière, tout cela fonctionne d'une manière tout à fait parfaite. La troisième ligne d'objectif va même être atteinte au soir du 9 avril, hein, et à ce moment-là, les Canadiens se trouvent maîtres des hauteurs de Vimy. Hein, ils sont en mesure de consolider leur position au sud, dans les secteurs de Tellus et de Frébus. Au nord, en revanche, là où sont engagées les 3e et 4e divisions, les choses sont plus dures. Les combats sont féroces autour du bois de la Folie et de la côte 145. Hein. Mais les mitrailleurs canadiens, très sérieusement instruits, se montrent particulièrement redoutables, malgré les conditions difficiles, puisqu'il s'agit là d'emporter des hauteurs qui sont très pentues, avec des abris bétonnés par l'adversaire. Les pertes donc sont plus lourdes, mais le 10 avril, les Allemands sont chassés de la partie nord de la crête de Vimy. Le succès est donc au rendez-vous. Le 12, les Canadiens vont s'emparer des hauteurs de Paimples, ce qui va leur permettre de contrôler l'ensemble de la crête et de s'y installer tout à fait solidement. À ce moment, pour le général Currie, la victoire apparaît totale. Au bout de 4 jours de combat, eh bien, les choses sont tout à fait claires. Ce qui avait conduit à des échecs au cours des mois précédents pour les Français et les Anglais se conclut sur une victoire incontestable pour les Allemands. Hein, le calme revient sur le secteur à l'issue d'une progression pour les Canadiens de plusieurs kilomètres, ce qui, dans le contexte de la guerre de position, constitue un succès considérable. On s'empare de plusieurs localités, le Petit Vimy, Villerval, Givenchy en Goële. On a pris 4000 prisonniers allemands, 50 canons, 100 mortiers, 120 mitrailleuses. Cela pour des pertes sérieuses, mais quand même relativement limité, 10 000 hommes hors de combat, dont 3 700 tués. Hein. Quand on voit le bilan de l'offensive du Chemin des Dames, à peu près au même moment, évidemment, on a un rapport entre les résultats obtenus et les pertes consenties qui, ici, est quand même nettement plus favorable. Hein. Alors,
C'est une victoire qui est bien sûr une source de fierté pour les Canadiens, puisqu'ils l'ont emportée là où les Français et les Anglais avaient échoué auparavant. Les combats vont se prolonger de manière sporadique jusqu'au mois de mai, mais la victoire est incontestablement acquise. Pourquoi ce résultat? Plusieurs raisons. Sans doute parce que les Allemands ont été trop confiants. Ils ont réussi à tenir le coup, si l'on peut dire, au cours des mois précédents lors de la terrible bataille de la Somme engagée en juillet 1916 et prolongée jusqu'en octobre. Donc ils ont confiance dans leurs organisations défensives très solides, mais ils n'ont pas évalué à quel point les Canadiens avaient assimilé toutes les leçons que l'on avait pu tirer des combats de l'année précédente et notamment de ceux de Verdun dans la phase finale de la bataille. Il y a également un point intéressant, c'est que du côté canadien, on a un commandement différent de celui des autres armées britanniques. Du côté anglais, on a un commandement qui est extrêmement traditionnaliste, qui applique des règlements de combat qui sont manifestement plus adaptés à la guerre industrielle qu'est la Première Guerre mondiale. On l'a vu dans les premiers jours de la bataille de la Somme. Du côté des Canadiens, on est beaucoup plus attentif aux expériences que l'on peut tirer des combats récents, et puis on fait beaucoup plus de place à l'innovation et au pragmatisme. On améliore très clairement la coopération entre les diverses armes, et il y a eu toute la phase de préparation que j'ai évoquée qui s'est révélée extrêmement précieuse pour le succès final. Les Canadiens vont s'illustrer ensuite à Arras, à Passchendaele, dans les combats de 1918, ce qui leur vaut une réputation très flatteuse aux yeux de l'opinion française. La presse française, le Miroir, le Petit Journal chantent les mérites des héros canadiens, des héros canadiens que l'on présente d'ailleurs comme des cousins canadiens, puisqu'il y a une partie de ceux-ci sont des francophones, héritiers de l'ancienne Nouvelle-France. On va même comparer la victoire obtenue avec celle d'Iéna, ce qui n'est pas rien, une espèce de référence napoléonienne tout à fait étonnante. Il y aura une grande exposition canadienne au mois de novembre, avec un grand tableau représentant la prise de la crête de Vimy, et on n'hésitera pas là à comparer cette composition militaire au grand tableau d'Alphonse de Neuville et d'Édouard de Taille, qui avaient été, on le sait, les peintres exaltant les combats de la glorieuse défaite de 1870, ce qui en dit long sur l'intérêt que soulève cet engagement des Canadiens. Le général Curie va recevoir en juin le commandement du corps expéditionnaire canadien. Il sera félicité en juillet par le roi George V. Et puis, derrière cet affrontement de Vimy, va se mettre en place progressivement le thème, le mythe, peut-on dire, de la naissance d'une nation. La mémoire canadienne va voir dans la bataille de Vimy l'acte de naissance d'une nation appelée à une indépendance complète par rapport au statut de Dominion qui était le sien depuis 1867. En fait, c'est quelque chose qui s'est construit plus tard dans la longue durée. Dans un premier temps, ce sont plutôt les combats contre la ligne Hindenburg de 1918, ce qu'on a appelé notamment la bataille des 100 jours. Ce sont plutôt les combats d'Ypres où les Canadiens ont été engagés qui ont façonné la mémoire canadienne de la Grande Guerre, mais l'érection du monument de Vimy en 1936 va quand même changer les choses. Depuis plusieurs milliers de vétérans qui seront présents lors de cette inauguration, et puis cela sera repris dans les années 1960, cette idée de la naissance de la nation canadienne à partir de la Première Guerre mondiale. On exagère dans une large mesure, si vous voulez, l'importance de tout cela, mais encore il y a quelques jours, le jeune chef du gouvernement canadien, Trudeau, a repris ce thème de la naissance de la nation canadienne. Quoi qu'il en soit de ce débat, il est clair qu'en avril 1917, les Canadiens ont remporté une grande victoire dont ils peuvent tirer une légitime fierté.
Je vais vous parler d'un grand Français, un peu oublié aujourd'hui, et c'est dommage. Il s'agit de Maurice Genevoix. Grand écrivain, bien sûr, qu'on apprend à l'école, mais de moins en moins peut-être. Alors Maurice Genevoix, il m'intéresse parce qu'il a eu le bonheur de vivre une enfance proche de la nature, dans une petite ville française avant la guerre de 14, et ça l'a marqué à jamais. Alors, il est le fils de Gabriel et Camille. Camille, elle est d'une famille qui s'appelle Balichon. Son papa s'appelle Florimond Balichon, ça fleure bon, son terroir français. Et ce couple bien assorti s'installe à Châteauneuf-sur-Loire, qui sera l'oikos, l'endroit privilégié de Maurice Genevoix. Maurice est le premier dans la fratrie, il aura un petit frère, René, et cette famille Genevoix, comme son patronyme l'indique, venait de Genève, à la suite des guerres de religion, et c'était plutôt une famille de pharmaciens. Sauf que le père, Gabriel Genevoix, va reprendre les affaires de son beau-père, Florimond Balichon, et il va avoir une sorte d'entrepôt, il devient un grossiste. Et le petit Maurice va vivre au milieu de ces magasins remplis de toutes sortes de produits et surtout très proche de la nature. Alors c'est un enfant extrêmement vif, extrêmement intelligent. Il n'est pas très grand, mais il est extrêmement musclé, sportif, et ça va lui sauver la vie plusieurs fois. Il a une enfance, on peut dire, merveilleuse, tout en découvrant la mort. Par exemple, il voit mourir un cheval devant lui. Il se casse la jambe un jour, le jour de la prise de pouvoir par le président Loubet. Les enfants de l'école ont eu vacances et il profite de cette journée-là pour se casser la jambe. Et on va lui mettre la jambe dans un seau de sang frais d'un bœuf qu'on égorge sous ses yeux. Et ça va évidemment beaucoup le marquer. Quand il avait 4 ans, il a failli mourir aussi de la diphtérie, qui était une maladie terrible. Et son père entend parler d'un sérum à Paris, rapporte ce sérum de justesse et l'enfant est sauvé. Il est très brillant à l'école et son copain d'enfance d'ailleurs c'est Pierre-Marc Orlan, rien que ça. Et on le met au lycée Potier à Orléans. Et un jour, c'est la catastrophe. Quand il a 13 ans, on vient le chercher, sa maman est en train de mourir d'une crise d'éclampsie. Elle était enceinte, le bébé est mort, et la pauvre Camille va mourir. Et la mort de cette maman extrêmement... cette mère tellement douce, tellement aimante, va l'accompagner en fait toute sa vie. Et quand lui-même sera un très grand vieillard, puisqu'il va mourir à 90 ans, il aura toujours le souvenir que cette mère l'accompagne et lui sauve la vie, en particulier pendant la guerre de 14. Mais bien sûr, bon... l'enchantement est brisé, et ce sera un orphelin. Alors il s'enfonce dans les études avec une passion incroyable. Il va faire Normal Sup, il va être premier aux bourses, au concours des bourses, qui était extrêmement difficile. Et les études, pour lui, c'est tout à fait naturel. Il lit énormément. En même temps, il continue à faire énormément de gymnastique. Et il dessine. Et on a des cahiers, quand il a 14 ans, 12 ans, 16 ans, où il dessine des exercices qu'il faut faire pour être en bonne forme, pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Et il dessine très bien. Il va faire son hippocagne et son cagne au lycée Lacanal. Il sera le seul reçu d'ailleurs. Un de ses amis, ça sera Jean Guéhenno, là aussi quelqu'un de connu. Et pendant qu'il fait son service militaire, il est reçu au bataillon de Joinville, c'est-à-dire l'élite des gymnastes et des sportifs de l'armée française. Et puis, c'est la guerre. Alors qu'il vient juste de terminer un mémoire sur Maupassant, le réalisme chez Maupassant, c'est la guerre et il a des pages terribles. Au moment de la déclaration de guerre, il monte dans son clocher à Châteauneuf-sur-Loire, il regarde cette campagne française si paisible et il pressent que ça va être épouvantable. Il ne croit pas du tout que la guerre sera finie à Noël. Alors il fait une guerre, il est sous-lieutenant d'abord, puis lieutenant. Et dès le 10 septembre, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que pendant une nuit d'orage, les troupes allemandes, en fait c'est
le 13e corps wurtembourgeois vient tout doucement dans les tranchées françaises et à l'arme blanche égorge les Français de sa section. Et sur 70 hommes, il va en rester 21. Et lui-même survit par miracle. Le 24 septembre, peu de temps après, il reçoit une balle dans le ventre et il se dit « ça y est, là je suis foutu ». D'ailleurs tout le monde crie « le lieutenant est foutu ». Et puis non, parce que la balle a ricoché sur un bouton, puis sur autre chose de dur, et donc il n'a qu'une vilaine blessure, mais qui n'est pas du tout mortelle. Par contre, le 20 février, il va croire mourir d'éclats d'obus, il est couvert de sang, il est couvert de morceaux de ses camarades, il a vraiment l'impression que c'est la fin, il est à demi enfoui sous les blessés, les agonisants, sous les morts. Sa grande épreuve, ça sera pourtant quelques mois après, le 25 avril 1915, où il sort un peu trop vite, un peu trop sûr de lui, peut-être parce qu'il se dit « 3 fois j'ai eu la baraka, ça va continuer ». Eh bien non. Là, il sort de cette tranchée, ces hommes lui crient « Attention mon lieutenant », et il prend une balle dans le bras gauche, et cette balle fait des dégâts effroyable, ça pulvérise ce qui s'appelle, je crois, le faisceau musculo, je sais pas quoi, enfin les nerfs, les artères, etc. Sous le choc, il ne bouge pas, et une deuxième balle lui fracasse le même bras, la partie osseuse cette fois-ci. Là, il pivote et il prend la 3e balle dans la poitrine. Et là, enfin, il a le réflexe de se laisser tomber à terre parce que la dernière balle ne l'aurait pas raté. Il est incroyablement blessé, il a une hémorragie artérielle très terrible, que rien ne peut arrêter. Et ce qui va le sauver, c'est qu'un caillot de sang va colmater l'artère. Donc il est blême, hein, il est quasiment mort, et on va l'emmener sur une sorte de charrette à tout petits pas, traîné par un cheval, vers l'hôpital de Verdun. Et là, il est sauvé in extremis, son bras est mort, hein, il ne pourra plus jamais utiliser son bras, il va souffrir toute sa vie, parce que ben voilà, les douleurs sont terribles. La guerre est finie pour lui, il va en tirer des pages magnifiques, sous Verdun, la boue, les éparges. Ça a un succès certain, mais enfin bon, les gens en ont assez de la guerre très vite. Et du coup, après la guerre, il va retourner vers la nature. Il retourne vers sa province, sa Loire qu'il aime tant. Et il va avoir le prix Goncourt avec son grand roman, Rabolio, qui est l'histoire d'un braconnier. Alors, il fait des recherches pour vraiment se mettre dans la peau d'un braconnier. Mais il a une grosse dépression. Il se sent vide. Il se sent hanté par les morts, ses amis morts. Il va partir au Canada pour essayer de se changer les idées. Il va aimer la nature du Canada, ça va lui remonter le moral. Du coup, dans la foulée, il va épouser une certaine Yvonne Montrosier en 1937. Quelques mois plus tard, cette femme médecin meurt. Donc la dépression la réattaque très fort. Puis c'est la guerre. Alors il part dans la ville de sa femme, dans le Midi, et là il va rencontrer sa 2e femme, qui elle vient de perdre aussi son mari, qui était polytechnicien, et son petit garçon qui est mort de maladie sur les routes de l'Exode. Donc les deux sont en deuil et se rencontrent au cimetière et mettent leur chagrin ensemble. Ils vont se marier, ils vont avoir une fille, Sylvie, et puis Maurice Genevoix va adopter la première petite fille de sa seconde femme, Suzanne. Donc aujourd'hui, cette famille a disparu, puisque Suzanne Nérolle est décédée quelques semaines après Sylvie Genevoix. Mais ça aura été une famille très heureuse. Et puis surtout, Maurice Genevoix va faire une carrière après d'académicien et de secrétaire perpétuel de l'Académie. Il va dominer les lettres françaises. Il va aussi rendre hommage à ses compagnons tombés avec le mémorial de Verdun, dont il est à l'origine. C'est un grand monsieur. Et je voudrais terminer par ce qu'il a écrit sur la langue et qui prend une résonance tout à fait spéciale aujourd'hui. Le langage n'est pas neutre, né d'une culture, expression d'une culture.
Si par malheur il dégénère, il agit sur les structures mentales qu'il affaiblit sournoisement. Si le processus devait encore s'aggraver, la langue ne dirait plus, elle cacherait, elle déroberait. Les mots devenus tabous feraient peur. Ils deviendraient des moyens d'intimidation, d'instruments d'un terrorisme au service d'intentions moins innocentes peut-être qu'il n'y paraît. Ainsi dévoyée, ainsi trahie, inapte au souvenir, la langue alors mourrait. Eh bien, on en est là. Et si vous voulez connaître un peu plus Genevois, si bien sûr, lisez ses livres. Et puis vous avez ce petit livre qui est fort bien fait aux éditions Pardès. C'est écrit par Jacques Tassin. Genevois, c'est dans la série Qui suis-je? Bravo Maurice Genevois. On a énormément parlé des célébrations du 6 juin 1944. Les Américains venaient libérer la France. Mais aujourd'hui, on a voulu vous parler d'un autre débarquement des Américains. C'était en 1917. Et nous allons vous parler de ce magnifique livre qui s'appelle Lafayette nous voilà, puisque j'ai la chance d'avoir aujourd'hui l'éditeur, Jean-Pierre Thurberg, et qui a dirigé la publication de ce livre, et l'auteur, Philippe Conrad. Alors, Jean-Pierre Thurberg, tout d'abord, ce livre magnifique, quelques mots sur sa gestion. Comment avez-vous créé ce livre? En fait, ce livre a comme avant-coureur un petit ouvrage que nous avions déjà commis, Philippe Conrad et moi, à l'occasion d'un autre anniversaire du débarquement de 1944, qui s'appelait déjà Lafayette nous voilà, mais qui était une petite plaquette légère et sans autre prétention que de montrer que, en fait, l'histoire franco-américaine ne commençait pas avec le débarquement sur les plages de Normandie, mais commençait bien avant. Et là, nous avons eu la volonté d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur, et aussi d'illustrer de façon beaucoup plus riche cette amitié franco-américaine, sous un titre qui est, je crois, emblématique, qui est Lafayette nous voilà. Alors on peut peut-être dire un mot de ce titre. Quand les Français vont aider les insurgents américains, quand Lafayette part et l'amiral de Grasse part aider Washington, ils imaginent peut-être mal ou peu ou pas du tout que beaucoup plus tard, les Américains reviendraient, entre guillemets, aider la France dans des circonstances tout aussi difficiles, en proclamant Lafayette nous voilà. Alors un petit mot sur cette devise qui sonne bien, de Bonalois. On a fait dire au général Pershing, qui commandait le corps expéditionnaire américain, Lafayette nous voilà, en clair, un prêté pour un rendu, vous nous avez aidés, c'est notre tour. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Le général Pershing, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, était tout sauf un fin lettré. Je ne suis pas certain qu'il ait connu la personnalité de Lafayette, ou même qu'il ait connu l'épisode des Français volant au secours des insurgents. Et puis en plus, il ne parlait pas français. Hein, donc alors oui, c'est un petit détail. Effectivement, ça mérite d'être raconté, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pershing avait obtenu ce poste en usant de ce qu'on va appeler des mensonges charmants, et notamment le fait qu'il était bilingue, ce qui n'était pas du tout le cas. Il était effectivement d'origine française, mais plus précisément d'origine alsacienne. Comme son nom l'indique, Pershing, c'était un avatar de Pershing. Et je ne suis pas certain qu'à cette époque, le fait d'être alsacien fût une garantie de parler parfaitement le français. Revenons à Lafayette nous voilà. En fait, ce n'est pas lui qui a inventé ce slogan, car ça a tout d'un slogan. C'est on dirait peut-être familièrement, son aide de camp ou son porte-bidon, qui était le colonel Stanton, qui lui avait sans doute des lettres, qui lui a glissé sans doute dans la voiture qui les amenait au cimetière de Picpus, où repose le corps du marquis de Lafayette et de son épouse, qu'ils allaient fleurir en arrivant à Paris. Il a dû lui glisser général, mon général, ce qui serait bien serait que vous fassiez une allusion à Lafayette, d'où ce fameux slogan Lafayette nous voilà, qui sonnait très bien et qui recouvre une réalité. Donc ce livre, en fait, nous avons voulu qu'il déborde largement le cadre exclusif de la Première Guerre mondiale. Parce que même si Lafayette nous voilà n'est pas nécessairement la cause impulsive et déterminante de l'arrivée des Américains, il n'est pas sans intérêt de se pencher sur ce relativement long
passé historique unissant la France et l'Amérique, et qui remonte effectivement aux expéditions montées par le marquis de Lafayette pour aller soutenir la Révolution américaine. Mais là, je vais passer la parole à Philippe Conrad, qui en parlera savamment, puisqu'il est l'auteur. Au-delà de sa modestie proverbiale, il est le véritable inspirateur, chef d'orchestre de ce livre. Un mot sur l'iconographie exceptionnelle. Nous avons voulu que ce livre soit à la fois un livre riche par son texte et un livre riche par son iconographie. Si on prend son prédécesseur, qui était notre livre Les 300 jours de Verdun, le but est toujours le même. Il s'agit de montrer visuellement un panorama de ce qu'a pu être la réalité de l'époque et d'y adjoindre des textes qui racontent la même histoire sous une autre forme. Alors pour les 300 jours de Verdun, c'était parfois une gageure, parce que nous avons très peu d'iconographie sur Verdun. Nous avons élargi le champ de la caméra en photographiant des objets et des documents en 2 dimensions parce qu'il nous manquions de photos. Là, pour une fois, nous avions énormément de choses. Et là, il faut tirer un grand coup de chapeau aux Américains qui ont, je crois, la bonne attitude vis-à-vis des richesses historiques de leur pays. Le raisonnement des Américains est simple. Nous avons payé, les Américains, le citoyen, le taxpayer a payé pour aller collecter et réaliser des reportages photos ou cinématographiques. Il est juste que ces images appartiennent aux Américains. Donc on se trouve là devant une profusion extraordinaire d'images de très bonne qualité, parce que déjà, sur le plan artistique, les Américains ne faisaient pas les choses à moitié. Et d'autre part, on est en présence d'un gisement extraordinaire, que ce soit aux archives de Washington ou même dans des collections semi-privées, un gisement extraordinaire de documents parfaitement gratuits. Là où en France, il faut payer 3 fois quand on est éditeur, aux États-Unis, c'est parfaitement ouvert. On vous fournit même des aides techniques pour pouvoir numériser. Au point que nous avons envoyé aux États-Unis une espèce d'iconographe envoyé permanent qui scannait au kilomètre des centaines, des milliers de photographies dont nous avons, je crois, tiré le meilleur, avec un petit mot tout particulier pour les légendes. Une belle photo, c'est toujours très bien, mais si on n'identifie pas, si on ne raconte pas l'histoire qui est derrière, on perd la moitié du message. Et là, nous avons branché sur le coup, si je puis dire familièrement, de fins limiers qui ont non seulement tiré les plus belles photos, mais qui ont cherché l'histoire derrière les photos, jusqu'à identifier des personnages de second plan. Enfin, il y a vraiment un travail de détective historique qui a été tout à fait passionnant, mais qui a nécessité beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Et avec le texte de Philippe Conrad, donc vous êtes auteur de ce livre. Oui, en abordant cette question de l'intervention américaine en 1917, nous avons voulu sortir un petit peu des images d'Épinal qui dominent d'habitude à propos de ce sujet. Vous avez évoqué, Jean-Pierre, l'intervention de Pershing au cimetière de Picpus. Nous avons bien sûr les combats de Bois-Belleau, les combats de Saint-Millet, l'accueil que réservent les Français au président Wilson quand il arrive en Europe à la fin du mois de décembre. Nous avons voulu replacer dans un contexte plus vaste cette intervention, ce qui nous a amené à remonter à la fin du XIXe siècle, au moment où l'Amérique devient pour de bon une puissance mondiale. Jusque-là, elle est relativement isolée dans son hémisphère occidental, à partir des ressources considérables de son immense territoire, de l'arrivée en continu de millions d'immigrants européens. Elle va constituer une puissance économique considérable qui prend la première place en ce domaine dès les années 1890. Cette puissance nouvelle va faire qu'elle va sortir à ce moment-là du cadre continental qui était le sien depuis la fameuse déclaration Monroe de 1823, l'Amérique aux Américains, qui impliquait en quelque sorte une sorte de protectorat plus ou moins avoué sur l'Amérique latine, devenue indépendante de l'Espagne et du Portugal. Et l'Amérique va arriver dans sa phase impérialiste. C'est l'époque aussi où l'amiral Mahan, théoricien de la puissance navale, ouvre des perspectives à ce jeune État extrêmement dynamique qui va se doter en l'espace d'un quart de siècle à peu près d'une flotte équivalente à celle de l'Angleterre. C'est l'époque où, après la victoire remportée contre l'Espagne lors de la guerre de Cuba et des Philippines de 18
1898, l'Amérique devient une puissance très présente dans la mer des Antilles, très présente aussi dans le Pacifique, avec la main mise sur les îles Hawaï en 1898, avec la politique de la porte ouverte qu'elle entend imposer en Chine, avec l'intervention en Chine en 1900 aux côtés des puissances européennes. Donc nous avons affaire à une Amérique qui est en train de changer en quelque sorte de format, de changer de nature en ce début du XXe siècle. Il y a un personnage qui incarne d'ailleurs très bien tout cela, c'est Theodore Roosevelt, le vice-président du président McKinley. Et quand celui-ci est assassiné, Theodore Roosevelt devient l'hôte de la Maison-Blanche. Il sera réélu ensuite une fois. Et cette Amérique ambitieuse, cette Amérique dynamique qui entend compter maintenant dans le concert des puissances et sortir de l'isolement dans lequel elle était restée jusque-là, bien apparemment les choses ne se passent pas comme prévu en 1912, puisqu'il y a des élections présidentielles et à la faveur d'une triangulaire, il y a deux candidats républicains, Taft et Theodore Roosevelt. C'est le candidat démocrate qui était un peu l'outsider complètement inattendu, Thomas Woodrow Wilson, qui va se retrouver élu. Et c'est lui qui occupe la Maison-Blanche au moment où la guerre va se déclencher en Europe. Et Wilson est plutôt pour la neutralité. Son programme électoral est totalement pacifique. Oui, mais son programme en 1912, de toute manière, il n'est pas question de guerre en Europe bien encore sûr. À l'époque. Mais en 1914, quand la guerre éclate en Europe, il est bien sûr favorable à une neutralité américaine. Et puis d'ailleurs, c'est une donnée qui s'impose d'elle-même, pour plusieurs raisons. Le slogan était « He kept us out of war ». Il nous a maintenus à l'écart de la guerre. Ça, c'est le slogan de la campagne de 1916. Quelques mois avant l'entrée en guerre. Et le virage est intéressant, on y reviendra peut-être. De toute manière, Wilson a un profil personnel qui le met à l'abri des tentations bellicistes, si l'on peut dire. C'est le fils d'un pasteur presbytérien, c'est un professeur de droit, très hostile à la politique de force, à la politique d'équilibre des puissances propre à l'Europe. Il est attaché à un certain nombre de principes, la liberté, le progrès. Pour lui, l'Europe reste encore ce continent demeuré quelque peu barbare, où l'on règle par la force les différends. Donc il est naturellement pacifiste. Son secrétaire Bryan, qui occupe le département d'État en 1914, l'est peut-être encore davantage que lui. De toute manière, il n'a pas tellement le choix. L'Amérique de l'époque, les États-Unis de l'époque sont certes un melting pot, mais enfin l'addition de diverses populations européennes qui, malgré ce melting pot, ont gardé quand même une identité. Nombre d'Américains sont des immigrants tout récents et pour beaucoup d'entre eux, ce sont leurs parents, leurs grands-parents qui sont arrivés aux États-Unis. Et aux États-Unis, eh bien, il y a de tout. Vous avez des Irlandais qui sont par définition hostiles à l'Angleterre, vous avez une très forte minorité allemande, germano-américaine, notamment présente dans le Middle West, qui elle penche plutôt évidemment pour l'Allemagne. Vous avez l'opinion anglo-saxonne de la côte nord-est, elle est plutôt favorable à l'Angleterre, à laquelle la relie des liens commerciaux, économiques. Dans certains milieux, le souvenir de l'intervention française que vous évoquiez tout à l'heure fait aussi que l'on penche plutôt pour l'entente. La minorité polonaise est évidemment farouchement hostile à la Russie, qui fait partie de l'entente avec l'Angleterre et la France. Une Russie qui est dénoncée aux États-Unis à l'époque parce que c'est la Russie tsariste à laquelle on reproche son système autocratique. Donc, à l'évidence, en 1914, les Américains sont favorables à la neutralité, n'envisagent pas du tout d'entrer en guerre. Wilson va se contenter d'envoyer en Europe à plusieurs reprises l'un de ses conseillers les plus proches, le colonel House, colonel, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et qui va aller contacter les différents belligérants pour proposer les bons offices en quelque sorte de Washington. Sans succès, faut-il le préciser. Voilà donc comment les choses débutent en 1914 du côté des Américains.
elles évoluent sensiblement en 1915. En effet, au printemps 1915 survient un événement qui va révulser une bonne partie de l'opinion américaine, c'est le torpillage du paquebot Lusitania. Au large de l'Irlande, il y avait 150 citoyens américains à bord, dont des citoyens de premier plan, notamment M. Vanderbilt, le roi des chemins de fer. Et ce torpillage de Lusitania est dénoncé bien sûr aux États-Unis, où l'on est vivement attaché à la liberté des mers, et l'on condamne très fortement l'action du sous-marin allemand incriminé. Churchill, d'ailleurs, à l'époque en Angleterre, joue à fond de cette indignation américaine pour essayer de rapprocher les États-Unis du camp de l'entente. Mais l'Allemagne s'engage à limiter la guerre sous-marine, à éviter de torpiller les paquebots, les navires transportant des passagers, et la crise va s'éteindre, mais, et c'est significatif, dès le mois de juin, Bryan, qui était un pacifiste tout à fait intransigeant, quitte le département d'État, où il est remplacé par Robert Lansing, qui lui fait partie de ceux qui n'excluent pas éventuellement une intervention américaine dans la guerre. 1916, c'est l'année électorale. Au mois de novembre 1916, la question de la réélection de Wilson va se poser, et les candidats là, vont faire assaut de surenchère en matière de maintien de la neutralité. L'opinion américaine ne veut pas du tout être embarquée dans cette guerre pour une Europe, ou dans une Europe qui lui paraît extrêmement lointaine. Il faut se remettre dans ce qu'était la réalité des relations entre le Nouveau Monde et l'Ancien. À l'époque, c'était au moins une dizaine de jours de mer avec les paquebots les plus rapides. Les échanges humains n'étaient le fait que de très petites minorités. Donc, ce qui se passe en Europe n'intéresse pas plus que ça les habitants de l'Alabama ou du Dakota ou de l'Illinois, comme on s'en doute. Cela dit, en 1916, un débat s'ouvre quand même des deux côtés de l'Atlantique qui est intéressant, qui a été mis en lumière par Georges Soutou dans son remarquable travail « L'or et le sang », publié il y a maintenant près d'une vingtaine d'années. Il montre en effet qu'au niveau des dirigeants et des milieux financiers, deux options se présentent au cours de cette période, à la fois aux États-Unis et en Angleterre. Aux États-Unis, vous avez le secrétaire d'État au Trésor, McAdoo, qui entend que soit maintenue la neutralité américaine, qui pense que l'Amérique doit développer sa présence de manière très dynamique dans l'ensemble du continent américain, dans l'arrière-cour que constitue l'Amérique latine, sans se préoccuper outre mesure des événements d'Europe. Il voit là une voie naturelle pour assurer la puissance et la prospérité de l'Amérique. À l'inverse des milieux financiers, la banque Morgan, qui avait beaucoup prêté à l'entente, ou Robert Lansing, qui occupe le département d'État, eux sont au contraire partisans d'une solidarité étroite avec l'entente, et notamment avec l'Angleterre. Et il y a un débat équivalent du côté anglais à la fin de 1916, au moment où l'Allemagne présente des propositions de paix. Elle vient de remporter un succès assez brillant en Roumanie, donc elle considère que les choses sont favorables. Ça ne rencontrera pas d'écho. Mais en Angleterre, une partie de la classe politique, une partie des élites anglaises pensent que la guerre se prolongeant indéfiniment, la ruine financière de l'Angleterre ne peut plus être écartée, et qu'il faudrait mieux trouver une solution de compromis, une paix de compromis. C'est notamment le point de vue du chancelier de l'échiquier McKenna, mais il va trouver contre lui Lloyd George et un certain nombre d'autres politiciens comme Bonar-Law par exemple. Et à ce moment-là, la chute du ministère Asquith va signifier la victoire de cette deuxième tendance, ce qui fait que les Anglais feront le choix de la poursuite de la guerre jusqu'au bout, si l'on veut, quitte à en quelque sorte se rapprocher des États-Unis et renoncer à l'espèce de monopole de la domination financière qui était celle de la cité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce qui crée évidemment là des conditions un petit peu différentes, même si l'opinion publique américaine à ce moment-là est évidemment toujours hostile à toute aventure guerrière en Europe.
On le sait, 1917 va être le moment de l'entrée en guerre des États-Unis. On en connaît les raisons. La guerre sous-marine à outrance décidée par le grand état-major allemand à partir du 1er février 1917. Les Allemands font le calcul qu'en 6 mois, ils auront mis l'Angleterre à genoux et qu'elle viendra négocier avec eux une paix de compromis qui ne leur soit pas défavorable. Et mais puis l'histoire du télégramme, mais on touche surtout à un principe, la liberté des mers, auquel les Américains sont extrêmement attachés. Liberté des mers, liberté du commerce. Pour la même raison, d'ailleurs, les Américains étaient très critiques vis-à-vis du blocus maritime imposé par l'Angleterre à l'Allemagne depuis le début de la guerre. Hein. Ils ont changé alors. Il y a cet argument-là. Et puis, vous l'évoquiez, il y a l'affaire du télégramme Zimmermann. Zimmermann, secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères, qui avait sollicité son ambassadeur à Mexico pour, d'une part, essayer d'entraîner le Mexique dans une guerre contre les États-Unis. Il faut rappeler qu'en 1848, les États-Unis s'étaient emparés de la moitié du territoire mexicain, tout ce qui allait du Texas à la Californie. Hein. Et puis en même temps, l'ambassadeur était sollicité aussi pour préparer un éventuel renversement d'alliance du côté du Japon. Ce télégramme Zimmermann, il a été intercepté et décrypté par les services anglais. Et les services anglais l'ont communiqué aux Américains, aux autorités politiques, mais aussi à la presse, ce qui fait que dans un contexte où commençait la guerre sous-marine, l'opinion publique américaine va être considérablement indignée par cette affaire-là. Hein. Wilson, en février, avait rompu les relations diplomatiques. Il avait précisé qu'il attendait un acte d'injustice voulu, sous-entendu le torpillage d'un navire américain. Au début, ça n'était pas absolument évident. Plusieurs navires avaient traversé l'Atlantique et étaient arrivés à Bordeaux sans encombre. Et puis, il y a le torpillage d'un paquebot, le Vigilancia. Là, ça va être la goutte d'eau un petit peu qui fait déborder le vase. Et dans le contexte de l'affaire du télégramme Zimmermann, eh bien, au début du mois d'avril, les États-Unis décident de déclarer la guerre à l'Allemagne, et cela avec l'appui du Congrès. Une intervention dans la guerre dont les effets militaires ne peuvent être qu'assez lointains. C'est ce qu'avaient calculé les stratèges allemands. Il fallait 18 mois aux Américains au cas où ils voudraient intervenir en Europe pour pouvoir le faire. C'est ce qui se passera effectivement. Hein. C'est à l'été 1918 que les Américains vont commencer à arriver massivement en Europe, parce qu'il a fallu, à partir d'une armée de métier de 70 000 hommes qui n'avaient aucune expérience sérieuse, qui avaient combattu les Espagnols à Cuba et dans le temps les Indiens, il s'agissait de se plonger dans l'enfer des tranchées. Hein. Donc il fallait recruter, former, instruire, il fallait reconvertir toute la machine industrielle pour produire les armements, les matériels, il fallait que les chantiers navals américains mettent les bouchées doubles pour compenser les pertes dues à la guerre sous-marine allemande. Travail considérable qui a été d'ailleurs parfaitement mené à bien par la puissance américaine, qui a révélé là des ressources tout à fait considérables, mais en termes proprement militaires, c'est seulement à l'été 18 que l'on pouvait compter sur l'arrivée des Américains. C'est pas le général Pétain qui a pris le commandement en chef le 15 mai 17, au lendemain de la sanglante offensive du chemin des Dames, avait parfaitement résumé la situation dans sa célèbre formule « J'attends les Américains et les tanks, et en attendant, je reste sur la défensive ». Mais du point de vue moral, en quelque sorte, pour le moral de la population, la perspective de cet apport, de ce renfort, était évidemment très important dans la perspective de la poursuite d'un conflit dont jusque-là on ne voyait pas l'issue et qui voyait s'accumuler les milliers et les milliers de victimes.
Alors, dans cette intervention américaine, il faut compter aussi, donc, outre la puissance industrielle qui est mise en jeu, l'impact positif sur le moral de l'entente, il faut compter aussi la puissance financière. Jusque-là, les pays de l'entente empruntaient aux banques de New York, notamment à la banque Morgan. Désormais, c'est le Trésor fédéral qui va mettre à leur disposition des sommes tout à fait considérables, puisqu'il s'agit de 10 milliards de dollars pour commencer, à condition, bien sûr, qu'ils fussent dépensés aux États-Unis, puisqu'il fallait aussi que l'Amérique trouve intérêt à tout cela. Donc voilà en gros comment se présentent les conditions de l'intervention au printemps de 1917. Alors cette intervention va être évidemment tout à fait progressive. Il va falloir amener les troupes, il va falloir tout installer, mais là c'est un chantier tout à fait considérable, Jean-Pierre Thurberg, auquel vous vous êtes intéressé. Oui, là effectivement les Américains amènent avec eux de l'argent, des moyens et un sens de la logistique qui est absolument exemplaire. Je voudrais faire un petit retour en arrière sans dévoiler les secrets de ce qui pourrait constituer une émission à soi tout seul. Ce revirement incroyable de l'opinion publique américaine qui, au moment de l'élection du président Wilson en 17 est massivement, novembre 16, est massivement pacifiste, à la déclaration de guerre en 17, il y a un revirement, un virage sur l'aile qui est absolument incompréhensible si l'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Philippe, vous décriviez tout à fait justement tout à l'heure l'émiettement, les minorités agissantes qui faisaient que la nation américaine n'était pas unie en faveur d'un camp ou d'un autre, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On ne comprend pas comment l'Amérique peut opter tout d'un coup pour une intervention qui, quelques mois auparavant, était jugée comme contraire aux intérêts américains, si l'on ne voit pas le travail en sous-main absolument colossal qui est fait par ce qu'il faut bien appeler des agences d'influence. Et là, les téléspectateurs trouveront une partie du détail dans le livre, mais je crois qu'il faudra y revenir parce que c'est absolument exemplaire de ce que l'on peut faire à une opinion publique pour la conditionner dans un sens ou dans un autre. Les Américains vont mettre en marche une machine de ce qu'il faut bien appeler de propagande totalement inédite jusque-là, qui constitue aujourd'hui encore un cas d'école. Si on veut présenter à des étudiants en marketing ou en communication ce que peut être une campagne de communication massive bien comprise et bien administrée, on prend l'exemple de cette propagande qui a fait virer tout d'un coup l'Amérique du non-interventionnisme à l'interventionnisme à tout crin. Alors je renvoie les spectateurs à la lecture du livre, mais on peut en dire déjà que cette campagne a associé à peu près tous les médias. La musique, la chanson, le cinéma, oui, moi l'affiche. Je voudrais dire un mot sur Charlot, si vous aimez Charlot, je suis sûre que vous aimez Charlot. Il y a Charlot Soldat, qui est encore aujourd'hui très très drôle, et où Charlot, qui évidemment fait toutes les bêtises du monde, finit par capturer le Kaiser, carrément, à lui tout seul. Et Charlie Chaplin n'était qu'un des éléments, de ce qui ne s'appelait pas Hollywood, mais de ce que l'Amérique mettait en avant, c'est-à-dire tout ce qui pouvait compter comme boxeur, sportif, acteur, chanteur, musicien, tout ce beau monde, tout ce Gotha des arts et spectacles était mobilisé, était en première ligne pour faire basculer l'opinion en première ligne des médias. Et vous parliez d'un sujet que vous connaissez bien, c'était les affiches. Les affiches américaines de propagande pour donner son or, pour participer, sont magnifiques. Sont magistrales. On en a parlé récemment à l'occasion de l'exposition sur les affiches françaises de la Grande Guerre. Si on compare à la même période ce qu'a pu être l'art de l'affiche en France mis au service de la propagande de guerre et ce qu'a été l'Amérique, l'affiche américaine à la même époque, il y a un saut quantitatif qui finit par devenir qualitatif, comme diraient les marxistes, tant la campagne a été réfléchie, structurée, avec un étalonnage mis en place. Enfin, il y a là une véritable stratégie de communication qui est payante. La première chose qui m'a absolument fasciné dans ce conflit, c'est la malléabilité d'une opinion publique. On peut penser qu'il y a des pesanteurs, qu'il y a une espèce de frein qui se met en place, pas du tout. Si on manipule correctement les leviers, on en a la preuve là, malheureusement. On l'avait vu notamment lors de la guerre hispano-américaine de 1898, quand la presse Hearst avait inventé les fausses nouvelles nécessaires pour justifier la guerre contre l'Espagne. De ce point de vue-là, hélas, les choses n'ont pas trop changé. L'actualité récente fourmille en exemples
où il suffit d'appliquer la même recette, la même grille de lecture. Quand on voit des campagnes qui se déchaînent, on cherche, quand on voit les marionnettes, on cherche où se trouvent les marionnettistes. L'affaire des couveuses irakiennes, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, et puis quelques autres exemples proches de nous. Encore plus et récents, là, de ce point de vue-là, je crois que nos spectateurs ont des découvertes formidables à faire en suivant le fil rouge que nous avons un petit peu mis au jour dans ce livre. L'autre aspect, mais on n'aura pas le temps d'en parler, je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre émission, c'est cette espèce de principe de l'action et de la réaction, comme disent les physiciens, qui fait que les Américains, en venant en France, ont provoqué en France, enfin dans la vieille Europe, une réaction considérable. Songez, ces jeunes hommes beaux, en pleine forme, bien habillés, bien équipés et imberbes, qu'il était trop facile d'opposer aux poilus qui étaient à bout de force après 4 ans de guerre, qui étaient barbus, couverts de vermine, épuisés moralement, physiquement. Bon, ça provoque sur la population française un électrochoc, une espèce de, on ose appeler la formule, mais elle n'est pas totalement fausse, de choc des civilisations. Mais à l'inverse, la vieille Europe provoque également sur l'Amérique un choc en retour qui va se traduire dans l'immédiate après-guerre par un changement en profondeur de la société américaine. Et là aussi, je renvoie au livre où nous avons un petit peu développé cet aspect des choses. On imagine le petit gars du Kansas ou du Missouri ou du Midwest qui part en France, qui n'a jamais rien vu que, passez-moi l'expression, le cul de ses vaches, qui va découvrir pêle-mêle la puissance militaire française et allemande dans un combat qui est sans commune mesure avec ce qu'il a pu imaginer en pensant aux guerres indiennes ou aux guerres sud-américaines, qui va découvrir Paris, une civilisation millénaire, en tout cas multiséculaire, là où, chez lui, la plus vieille des fermes a 50 ans. On imagine qu'au retour, il n'a pas été facile de recaser, entre guillemets, de reclasser ces soldats. Et ça sera le mot de la fin. Il y a une chanson très drôle qui s'appelle « Comment on va le renvoyer à la ferme maintenant qu'il a vu Paris ?» avec des meuglements de vaches derrière. Il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur l'arrivée du jazz, mais ça sera une autre émission, car aujourd'hui, messieurs, l'émission est terminée. Merci à tous les deux. Je rappelle ce merveilleux livre, Lafayette, nous voilà, aux éditions Italiques. Vraiment fantastique livre. Vous aurez des centaines de photos que vous ne connaissez pas. Tout cela pour Jean-Pierre Turbel. 59 €. Ça serait dommage de s'en priver. Merci, chers amis, et à la prochaine fois.